Une arrivée à Nouakchott, celle du président du Niger, pour participer au sommet du G5 Sahel sur l'éducation au Sahel qui s'ouvre demain à Nouakchott. Des réunions, celle de la Commission des finances de l'Assemblée nationale pour débattre du budget de la santé et du budget du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Un lancement officiel cette fois des activités du club des entrepreneurs de Mauritanie. C'était hier soir à Nouakchott. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et pour vous prémunir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, eh bien, contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Et c'est parti pour votre journal, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 4 décembre 2021 que nous commençons donc par ce sommet du G5 Sahel sur l'éducation qui doit commencer demain ici à Nouakchott et déjà les participants commencent à arriver à Nouakchott. C'est notamment le cas du président du Niger. On doit voir les images. Les voilà, ça c'est l'aéroport international Moutoussi de Nouakchott. C'était ce matin le président de la République qui se dirige vers la passerelle de l'avion nigérien pour accueillir son homologue du Niger, M. Mohamed Bassoum, qui est donc le premier venu à Nouakchott pour participer à ce sommet sur l'éducation nationale qui s'ouvre demain dans notre capitale. Au bas de la passerelle, le président nigérien, vous le voyez, accueilli par les chefs de l'État, M. Mohamed Cheikh Al-Razouani, accolade, poignée de main. Le président de la République était entouré du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud. Il y avait aussi le président de l'Assemblée nationale, celui du Conseil constitutionnel, les chefs de file de l'opposition démocratique, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le directeur de cabinet du président de la République, des chefs d'état-major, comme vous ici, des forces armées et de sécurité nationale et des chefs d'état-major particuliers du président de la République. Voilà, les deux présidents vont se diriger. C'est maintenant les hymnes nationaux.
Voilà, les deux présidents viennent d'écouter donc les deux hymnes nationaux. Maintenant, ils vont passer en revue les unités de l'armée, venir rendre les honneurs. Et sur ces images, je rappelle que parmi les personnalités qui étaient à l'accueil également, il y avait l'ambassadeur du Niger en Mauritanie, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Donc les deux présidents vont continuer de passer en revue les unités de l'armée venus rendre les honneurs, et cela avant de saluer les membres du gouvernement, avant que le président nigérien salue les membres du gouvernement, les hautes personnalités de l'État et le président de l'UNPM, celui de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Mauritanie et des membres du corps diplomatique. Sur ces images, j'en profite pour vous rappeler, pour vous signaler que ce sommet sur l'éducation nationale a pour objectif donc vise à mobiliser les soutiens financiers et politiques pour l'exécution des investissements nécessaires à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Sahel. Le sommet doit définir aussi une feuille de route pour l'amélioration des investissements dans l'enseignement fondamental dans la région au cours des 10 prochaines années. Le cérémonial continue toujours. Le président du Niger qui continue de saluer les personnalités nationales et étrangères qui étaient à l'aéroport pour l'accueillir. Ici, le président de la République salue donc les membres de la délégation nigérienne. Et maintenant, les deux présidents se dirigent directement vers le salon d'honneur de l'aéroport international Tounsi de Nouakchott, donc après le cérémonial d'accueil sur le tarmac de l'aéroport. En principe, donc, les deux chefs d'État se sont rendus donc dans le salon d'honneur où ils ont eu, on doit voir les images, ils ont eu un premier entretien. Voilà, ils se dirigent justement vers le salon d'honneur. Ils ont eu un premier entretien en tête-à-tête, un premier entretien qui a été élargi aux membres des deux délégations donc d'accompagnement, et c'était l'occasion de discuter bien entendu de ce sommet, de ses visées, des objectifs visés, mais aussi certainement des relations bilatérales et de la situation au niveau du G5 Sahel, dont les deux pays sont membres du G5 Sahel, qui va tenir donc un sommet à Nouakchott sur l'éducation au Sahel. Voilà donc pour l'arrivée du président du Niger, M. Mohamed Bassoum, pour participer à ce sommet demain de Nouakchott. Ici, c'est un autre hôte qui vient participer à ce sommet. Vous l'avez vu, c'est un avion malien. Alors, il a à son bord le Premier ministre malien, M. Kokalla Maïga, qui a été accueilli à l'aéroport par deux membres du gouvernement, à savoir les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, accompagné de son collègue de l'éducation nationale. Tout ça, c'était donc aujourd'hui. Le Premier ministre malien qui représente donc son pays à ce sommet. Voilà donc pour l'arrivée du président nigérien et du Premier ministre malien qui vont participer à ce sommet sur l'éducation au Sahel qui s'ouvre demain à Nouakchott. Après donc le diplomatique, c'est plutôt maintenant l'actualité parlementaire avec deux réunions pour la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'une aujourd'hui, l'autre hier. Celle d'hier, eh bien,
C'est une réunion qui était consacrée à la discussion du budget du ministère de la Santé, budget qui s'élève à 4 956 565 569 MRU, un budget dont les grandes lignes ont été présentées devant la commission par le ministre de la Santé. Autre département ministériel dont le budget était également discuté aujourd'hui au niveau de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il s'agit du budget du MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, un budget qui s'élève à 630 382 058 MRU, un budget dont les grandes lignes ont été présentées devant la commission par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Et ça, cette réunion sur le MASEF, c'était aujourd'hui. La réunion sur le ministère de la Santé, c'était hier. Voilà donc pour l'actualité parlementaire et le reste de l'actualité avec les activités des ministres et notamment celle du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle qui a effectué aujourd'hui en compagnie de l'ambassadrice d'Allemagne une visite d'information sur les chantiers de construction d'une école technique et de formation professionnelle. Le site de cette école se trouve à Riyad, donc la Muqata'a de Riyad, Nouakchott Sud. Précision sur cette visite avec Mohamed Khattat. C'est une visite d'information pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux du chantier de construction de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle que vient d'effectuer à Riyad le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Taleb Sid Ahmed, en compagnie de l'ambassadrice d'Allemagne, son Excellence Mme Isabelle Henin. M. Taleb Sid Ahmed, qui a alloué la coopération allemande, a indiqué à cette occasion que l'école, dont l'inauguration était prévue au cours des festivités commémoratives du 61e anniversaire de l'indépendance nationale, est la première du genre dans le domaine de la formation et de l'emploi. Par ailleurs, le ministre a précisé qu'il a été convenu auprès de notre partenaire, dit-il, l'Allemagne, de financer une nouvelle école à Rosso, PK7, la construction et la rénovation de 4 écoles, dont une à Belawar et une à Attar, et l'acquisition d'équipements et un appui à la formation. De son côté, l'ambassadrice d'Allemagne, Mme Isabelle Henin, a déclaré. Je me félicite tout d'abord de notre coopération bilatérale qui permet de soutenir une des plus grandes priorités en Mauritanie, c'est l'investissement dans les ressources humaines et de promouvoir la formation professionnelle. Ici, on voit un de ces projets phares. Donc, il est soutenu par notre coopération financière à travers la KfW, le gouvernement allemand. Et on se félicite aussi de la qualité, pas seulement de la construction qu'on voit ici, mais aussi que ça devrait être un centre d'excellence en fait, pour la formation professionnelle ici. Et on se réjouit aussi qu'on a pu augmenter en fait, l'enveloppe financière pour le programme de formation professionnelle pour ce centre et également quatre autres écoles à travers du pays, montant à un total de 19 millions d'euros dans notre coopération bilatérale. Il est à noter que l'école aura à l'avenir à former ses élèves dans la maçonnerie, l'électricité, la plomberie, l'énergie renouvelable, le froid, la menuiserie, la mécanique automobile et autres métiers permettant de résorber le chômage et de créer des milliers d'emplois. Voilà donc la visite d'information sur ces chantiers de construction de cette école de formation, de formation technique et professionnelle, visite d'information effectuée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle en compagnie de la diplomate allemande. Autre activité avec participation du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, mais cette fois en compagnie de son collègue de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Les deux ministres ont en effet supervisé donc, le lancement officiel des activités
du Club des entrepreneurs de Mauritanie. Et ça, c'était hier, compte rendu Bokar Baïleba. Un nouveau venu dans l'espace de la promotion industrielle. Il s'agit du Club des entrepreneurs de Mauritanie. Créé en 2018, mais c'est aujourd'hui qu'il lance officiellement ses activités. Objectif, promouvoir un modèle de développement économique moderne des petites et moyennes entreprises en Mauritanie. En d'autres termes, il s'agit des axes prioritaires du club, que sont l'environnement des affaires, la compétitivité, la productivité et la qualité. C'est extrêmement important pour nous parce que c'est l'épine dorsale du pays. On a besoin véritablement, avec le stock de chemin que nous avons trouvé devant nous, il est extrêmement important que tout le monde puisse véritablement travailler ensemble, aussi bien le gouvernement que le secteur privé, afin donc de donner la chance à cette jeunesse de pouvoir se prendre elle-même en charge à travers donc, des petits projets. Et donc, j'ai saisi l'occasion pour remercier l'Agence française pour le développement parce qu'ils ont fait confiance à ce programme. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la semaine passée, je parle la semaine dernière, donc, le conseil d'administration de l'Agence française pour le développement a approuvé l'instruction dans le projet donc, de 9 millions d'euros, de 9 millions d'euros. Donc, ils seront disponibles début janvier 2022 pour soutenir ce programme. De son côté, le ministre de la Transition numérique et de la modernisation de l'administration, Abdelaziz Ould-Dahi, a indiqué que le Club des entrepreneurs de Mauritanie servira de cadre de réflexion, de débat centré sur des thèmes jugés prioritaires pour améliorer le climat des affaires dans sa composante numérique. D'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de la compétitivité des petites et moyennes entreprises, estimant que ce sont elles qui insufflent une nouvelle ère dans l'espace industriel. Justement, le secteur privé entend apporter sa contribution aux efforts de l'État et partenaire au développement pour réussir le pari de l'émergence des petites et moyennes entreprises. C'est un club d'échange, de rencontres et de formation entre les acteurs de type PME. L'objectif était de partager la vision du club, de partager ses objectifs, ses axes prioritaires, et donc échanger avec les acteurs concernés de l'écosystème entrepreneurial pour voir leur avis et leur approche sur ce que nous proposons. Nous avons eu un écho très favorable et une forte participation. Et nous espérons dans les mois à venir organiser des débats avec ces acteurs sur les principaux thèmes sur lesquels nous allons intervenir et surtout avoir plus d'adhérents. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine d'entreprises PME structurées, organisées avec une forte valeur ajoutée sur les secteurs d'emploi, sur la productivité. Et nous espérons évoluer vers plus d'adhérents et plus de capacités de plaidoyer et d'échange avec le gouvernement par rapport à nos problèmes. Ensemble, la vision du Club des entrepreneurs de Mauritanie est de transformer l'écosystème entrepreneurial mauritanien pour construire un modèle de développement porté par l'entreprise. Le Club des entrepreneurs de Mauritanie, une nouvelle création et dont les activités viennent d'être lancées officiellement. C'était hier soir sous la supervision de deux ministres, celui de l'emploi et de la formation professionnelle et celui de la transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec plusieurs étapes. La première de ces étapes nous amène au Rod de Charqi, cette wilaya qui dispose désormais d'une plateforme régionale de la société civile. Elle vient d'être mise au point à l'issue des journées organisées par le commissariat chargé du droit de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas à Néma, Abdallah Youssoufi, compte-rendu revient en français par Melika Nakli. La mise en place de ces plateformes régionales de la société civile s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, afin qu'elle contribue à la conception, à l'exécution et au suivi des politiques nationales dans les différents domaines du développement, conformément aux dispositions légales prises récemment. Le conseiller du Wali du Hadi Charqi, en charge des affaires politiques et sociales, M. Yaqub Ismail Mohamed Al-Hadi, a indiqué que cette nouvelle structure de la société permettra une meilleure implication et suivi des politiques nationales dans les différents domaines. Cette mission est on ne peut plus difficile s'il n'y a pas un consensus
Quant à son exécution, la mise en place de ces plateformes permettra, dit-il, une meilleure implication de la société civile par les autorités nationales au niveau local, régional et national. À travers cette nouvelle structure de la société civile, le commissariat vise à être régulièrement représenté dans les 6 forums englobant l'accès aux services de base, les ressources, les droits de l'homme, la citoyenneté, la sécurité alimentaire et le changement climatique. De son côté, M. Cherif Ahmedoul Baba, président de la délégation des droits de l'homme, a souligné que le commissariat s'est empressé de mettre en place un plan permettant l'organisation de ces secteurs, considérés comme étant un partenaire actif et indispensable dans le processus de développement. L'installation des plateformes régionales a été marquée par des discussions thématiques relatives à la nouvelle stratégie de restructuration du secteur. M. Hafez Outalib Ali, chargé technique de la plateforme régionale de la wilaya du Hod Sharghi, a déclaré qu'il s'agit de la dernière étape de la mise en place de ce forum. Il ne restera, dit-il, sur le plan national que les 3 wilayas de Nouakchott que nous installerons incessamment pour que soit définie la carte représentative de la société civile, ce qui permettra la participation effective de celle-ci dans le processus de développement. La mise en place de ces plateformes au niveau régional et départemental devra contribuer à la conception, à l'exécution et au suivi des politiques nationales dans les différents domaines de développement. Voilà, une plateforme régionale de la société civile donc mise au point, mise en place au niveau du Hod Sharghi et qui est la clôture donc au niveau régional à l'intérieur du pays. Il reste maintenant les 3 wilayas de Nouakchott pour de telles plateformes. 2 journées mondiales célébrées dans ce journal, l'une aujourd'hui, l'autre hier. Celle d'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des mines, ou si vous voulez, des travailleurs des mines. Elle a été célébrée donc le 4 décembre, comme chaque année, par les travailleurs de la SNIM à Zourat, la capitale du tourisme. Alors, quelles sont les activités qui ont marqué cette célébration, autrement dit, les festivités? C'est l'élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba, compte rendu revu en français par Amina Mtakhlil. Plusieurs festivités commémoratives de cette journée sont à l'ordre du jour, à commencer par les travailleurs de la SNIM, qui font la fierté et la vraie richesse de la société. Cette année, 40 prix ont été réservés aux employés qui se sont distingués dans l'exercice de leur travail, en plus d'un déjeuner organisé en l'honneur de toutes les équipes de la Société nationale industrielle et minière. Aujourd'hui, administrateurs, directeurs, chefs de service, de division, d'équipe et simples agents se réunissent dans une ambiance de joie et de fraternité. Les femmes participent elles aussi à ces festivités sous les tentes du 4 décembre. La fête traditionnelle, explique M. Ahmedoul Souvi, a commencé avec la distribution des prix à 40 employés. Aujourd'hui, dit-il, toute la famille de la SNIM se réunit autour d'un buffet organisé dans chaque atelier. Le côté sportif du 4 décembre a toujours été présent. Les cyclistes ont fait le tour de la ville de Zouarat pour arriver à l'entrée de la ville. C'est également le cas pour le marathon qui s'est achevé au portail de la ville de Zouarat ce matin. S'agissant des autres sports, tels que le pétanque, le volley-ball, le basketball et le tennis, les habitants de Zouarat ont été, comme d'habitude, fortement présents. Des professionnels nationaux du sport et du divertissement ont eux aussi été invités pour partager la joie des employés de la Société nationale industrielle et minière et donner le bon exemple aux jeunes enfants de la ville de Zouarat. Voilà donc pour cette célébration de la journée mondiale des travailleurs des mines et les travailleurs de la SNIM se sont donnés à cœur joie pour donc célébrer une telle journée à Zouarat. Zouarat qui a également abrité une autre célébration, une autre journée, mais cette fois c'était hier. Il s'agit de la journée mondiale des personnes handicapées, célébrée donc là-bas par les associations actives dans ce domaine, et c'est toujours un compte-rendu de notre correspondant permanent, Mokhtar Baba, compte-rendu revu en français par Abdoulaye Demeba.
Les personnes en situation de handicap restent mobilisées, ce malgré l'handicap dont ils sont victimes. Ces derniers s'adonnent à plusieurs activités regroupées en regroupements. Ces derniers sont appuyés dans leur entreprise par les membres de cette association qui œuvre en faveur des personnes en situation de handicap. Amirul Souvi, président de cette ONG, a déclaré que ces rencontres qui se tiennent rentrent dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Ces derniers, dit-il, ont exposé leurs problèmes aux responsables de celui-là qui se rapportent à la disponibilité de l'électricité pour ceux qui s'adonnent à une activité professionnelle, aux problèmes dont ils rencontrent dans le cadre de leur activité et l'appui fourni aux femmes en situation de handicap dans le cadre d'activités génératrices de revenus. La responsable des personnes en situation de handicap au niveau de la délégation régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille d'Itri Zemmour, Fatou Gueye, a remercié les organisateurs de cet événement et le travail abattu par cette association. Elle a enfin indiqué que la direction régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille apprécie cette collaboration afin de venir en aide aux membres de cette frange. Venons-en maintenant à notre page médicale, une page consacrée bien entendu à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures et tout dernier chiffre enregistré par le ministère de la Santé, vous les voyez sur les graphiques, 42 nouveaux cas, 62 guérisons et malheureusement un décès. Et si on fait le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie, vous le voyez sur les graphiques, eh bien vous avez 39 510 cas positifs, donc inflammation, c'est-à-dire cas positifs de la Covid-19, dont 37 828 guérisons et malheureusement 838 décès. Ça, c'était donc l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Une pandémie, pour se prémunir contre cette pandémie et contre, bien sûr, la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Alors, on va voir maintenant à propos de ce respect des mesures préventives, la situation qui prévaut à Rosso, la capitale du Trarza, une situation qui se caractérise d'un côté par des craintes de la Covid-19, mais aussi par un certain relâchement en ce qui concerne les mesures préventives. C'est le constat de notre correspondant permanent, Mohamed Mbilal, compte rendu, revu en français par Abdoulaye Demeba. Telle est la rue à Rosso, un mouvement de va-et-vient empreint d'une nouvelle crainte de la pandémie face au relâchement et à la négligence effective des populations dans le respect et l'application des mesures préventives. Le coronavirus est bien là, présent parmi nous, mais les populations ne prennent pas les mesures qui s'imposent, dit cette femme qui appelle les pouvoirs publics, les élus et les acteurs locaux à inciter les gens à revenir au port du masque et au respect des gestes barrières. Même scénario au point de passage où les passagers en transit vers l'autre rive n'appliquent pas ou peu les mesures préventives malgré les injonctions des responsables de ce point frontalier. Certains craignent la vaccination, dit ce monsieur, mais comme elle est sous contrôle, les gens y ont adhéré et les cas de contamination ont diminué. La maladie est grave, dit cet autre, autant pour les populations que pour les pays, et il faut s'en prémunir. Il est vrai que les autorités sanitaires maîtrisent la situation au niveau des points d'entrée et de sortie, notamment le bac de Rosso. Nous avons le vaccin anti-Covid, dit cette infirmière, que nous administrons à tous ceux qui empruntent le bac de Rosso dans les deux sens. Telle est donc la situation à Rosso, où la crainte d'un nouveau rebond reste présente dans les esprits au regard du relâchement constaté chez certains et au renforcement des mesures sanitaires au niveau des points de passage pour éviter le pire. Et il faut rendre à Mohamed El-Khattat ce qui lui appartient, c'était bien son commentaire et c'était bien sa voix, lui en tout cas qui est très respectueux des gestes barrières pour se prémunir contre la Covid-19. Abdoulaye Demeba, quant à lui, et cette fois c'est la bonne, et lui il nous amène au Guidimaha, cette wilaya où les coopératives féminines sont très actives, et surtout dans le domaine des produits locaux et de l'artisanat. Abdoulaye Demeba passe en français un commentaire de notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Wal.
Plusieurs coopératives féminines du Guidimaha ont participé à cette exposition pour commercialiser les différents produits artisanaux. Ces femmes, qui viennent aussi des localités environnantes, ont exposé un pan du riche patrimoine culturel de ces localités. Cette femme, membre d'une de ces coopératives, a déclaré qu'elles font plusieurs produits dont la teinture, du savon. Elle affirme travailler avec 25 femmes qu'elle a eu à former dans le cadre de l'élaboration de ces différents articles. Elle a enfin demandé l'appui pour fructifier son activité. Cette autre citoyenne, membre d'un de ces regroupements, a précisé avoir besoin de l'aide. Elle souhaite que toutes les coopératives féminines de ce wilaya puissent se regrouper afin de mieux mettre en avant les potentialités et produits artisanaux dont elles ont à leur disposition. Elle a aussi demandé plus d'aide de la part des autorités. Autre coopérative féminine également très active, mais cette fois au niveau d'Akjoujt, la capitale du Trarza, active également dans l'artisanat, et c'est pourquoi ces coopératives ne cessent de demander de porter l'intérêt qu'il faut à ce domaine. C'est ce que nous dit Mohamed Oulbilal, compte rendu, dont le compte rendu revient en français par Emina Khlil. Les femmes travaillant dans la production artisanale ne manquent ni de volonté ni d'imagination. Ici, à la coopérative Muftah al-Khair d'Akjoujt, les artisanes qui ne cessent d'innover fournissent tout le matériel et meubles que nécessite la maison mauritanienne. Les différents types et tailles de khaïma, les nattes et coussins en cuir, les ustensiles de cuisine, entre autres. Madame Mariam Abdelrahman précise que ce travail est également nécessaire pour compléter la beauté et le raffinement de la femme mauritanienne, surtout la nouvelle mariée. Ces femmes travaillent avec les pierres naturelles semi-précieuses, tannent les peaux putrescibles et tressent les perruques de beauté traditionnelles. Le marché artisanal offre une grande variété de produits pour hommes et femmes, en plus de multiples opportunités d'emploi pour les femmes qui s'y intéressent. Pour Madame Fatima Abdelrahman, parfumeuse, le chômage de la femme n'est plus admissible. Elle est de plus en plus chef de famille. Malgré la concurrence des produits industriels, l'artisanat a une clientèle fidèle et raffinée qui est soucieuse de préserver la culture ancestrale et l'identité nationale. Les moyens modestes et parfois primitifs empêchent une production massive de ces jouets et objets de grande valeur culturelle. Mais l'appui annoncé du gouvernement contribuera certainement à la pérennité et la commercialisation de ces produits locaux au niveau national, régional et pourquoi pas international. Une page sportive dans ce journal consacré au handi basket avec cette fois à Nouadhibou la Coupe du président de la zone franche de notre capitale économique pour l'année 2021. Bien, un tournoi qui vient de s'achever. Le bilan de ce tournoi avec notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zoubair, compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. Plusieurs clubs ont participé à cette compétition d'Handis Basket. Nadi Sahel, Cabanon, entre autres. Les autorités régionales et d'autres invités de marque étaient là pour rehausser la finale âprement disputée. Les rencontres furent intenses. Aucune équipe n'a voulu tomber dans l'intimidation. Les joueurs se sont donné le meilleur d'eux-mêmes. Du moins, ils ont rivalisé d'adresse pour faire remuer le panier. Cette compétition organisée par le conseil régional de Dakhlet Nouadhibou a été marquée par la remise de plusieurs trophées aux joueurs qui se sont le plus illustrés durant la compétition. Justement, certains joueurs n'ont pas manqué de louer l'organisation de cette compétition qui a tenu selon eux toute sa promesse. Chez les organisateurs, là aussi, c'est le sentiment de devoir accompli qui transparaît lors de cette finale. D'ailleurs, le vice-président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, Ahmed Soueïa, se félicite de la grande participation à cette compétition, précisant que cela permettra à la jeunesse d'exprimer ses talents. Il a rappelé que l'organisation de cette compétition s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 61e anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie s'est terminée par la remise des médailles aux personnes qui se sont beaucoup investies dans le développement du basketball dans toutes ses formes dans notre pays. Pour rappel, le score en handi-basket est conditionné par le degré de handicap des athlètes. L'objectif de ce système est de garantir l'équité entre les équipes malgré des joueurs à la mobilité différente. Voilà pour cette coupe donc du président de la zone franche de Nouadhibou dans le domaine de handi basket. Activité des formations politiques à présent avec ce soir celle de l'UPR, l'Union pour la République.
Cette formation qui organise actuellement un colloque sous le thème « Les structures de base du parti, évaluation et perspective ». Un colloque organisé donc ce matin à Nouakchott, durée des travaux 2 jours. Participants, bien sûr, les dirigeants du parti, mais aussi les représentants des structures de base du parti, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays, donc de toutes les wilayas du pays. Et sur ce colloque que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est l'arrivée ce matin des présidents du Niger pour participer au sommet du Sahel sur l'éducation, sommet donc qui se tiendra demain dans notre capitale. Ici, 2 réunions aujourd'hui et hier pour la commission des finances de l'Assemblée nationale. La première, c'est hier pour discuter du budget du ministère de la Santé. La seconde, aujourd'hui, pour discuter du budget de la MASEF. Du MASEF, plutôt le ministère des Affaires, de l'Action sociale et de l'Enfance et de la Famille. Et ici, c'est le lancement officiel des activités du club des entrepreneurs de Mauritanie, une nouvelle création qui vient d'être lancée officiellement hier soir. Et puis, n'oubliez pas que pour se prémunir contre la Covid-19, on ne cesse de le répéter, il faut se faire vacciner et il faut continuer à respecter les mesures préventives. C'est le seul moyen de se prémunir contre ce virus et les autorités compétentes ne cessent de le répéter à qui veut l'entendre. Et pourtant, ce sont des gestes, vaccination et respect des mesures préventives. Ce sont des gestes qui dépendent de chacun de nous et qui sont très simples et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon tout simplement la volonté de les appliquer. Et pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous pour protéger. Et sur ce, je vous dis que les JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.